J'indique ici deux articles que j'ai publiés qui alimentent en partie ce que je vais dire ce soir. J'ai sorti un article en avril dans le journal Le Monde, version papier, version électronique. La dette publique reste un tabou politique. Un autre beaucoup plus copieux en Mediapart le 28 avril dernier, c'était au moment où le gouvernement faisait ses premières projections budgétaires pour l'année prochaine. Et puis, justement, ensuite, une publication toujours très intéressante, il faut aller sur le site internet du Haut Conseil des finances publiques, qui donne à chaque fois beaucoup de données sur les questions budgétaires, sur les questions politiques et économiques, et qui a un regard distancié par rapport à la politique économique du gouvernement, et donc on y trouve des éléments souvent intéressants. Donc voilà des références, et maintenant j'attaque le dur, avec deux parties, montrer que, effectivement, le gouvernement, un peu comme d'autres gouvernements, essaie de lutter contre ce déficit public, parce que, évidemment, il crève le budget, il peut être, si le combat n'est pas suffisamment mené dans son esprit, ça peut être à l'origine d'un relèvement des taux d'intérêt, c'est aussi complètement catastrophique. Donc, je vais essayer d'abord d'éclairer la politique gouvernementale, ses limites, dans un premier temps, mais essayer finalement de vous dire, au bout du compte, en passant dans la seconde partie, pourquoi cette lutte est perdue d'avance. Bon. Par contre, si on aborde la question par la dette, comme le propose Steve Wynn et Keynes et d'autres auteurs, là on a un éclairage un peu différent, on comprend un peu mieux ce qui se passe, et peut-être, finalement, on peut trouver des solutions assez différentes de celles qui sont proposées actuellement. Bien, j'espère que je suis encore, parce que donc, maintenant, pour la première partie, je vais vous présenter une série de tableaux, pas très compliqués à comprendre, hein, il y a des chiffres, il n'y a pas de formule mathématique, qui vont vous montrer progressivement en quoi ça dérape. Si on prend la deuxième colonne, vous voyez qu'on atteint ces 3% autour de 2017. Et donc une promesse d'abord en 2013 et maintenant une autre promesse gouvernementale en 2017, avec un dérapage, comme vous voyez, hein, quand on lit de gauche à droite maintenant, vous voyez que le projet de budget qui est actuellement discuté est basé sur les hypothèses d'octobre 2014. Bien, donc ça c'est pour vous mettre dans le bain, c'est un premier tableau. Alors, évidemment, ça a des conséquences sur la dette publique, puisqu'il faut comprendre que le déficit, c'est un flux annuel, hein, c'est ce qui se réalise pendant un an, la différence entre des dépenses et des recettes. Si les recettes sont inférieures aux dépenses, eh bien, on a un déficit, c'est donc bien un flux annuel. La dette, c'est un stock, c'est différent, ça se mesure à une date donnée. C'est ce que l'on doit à un moment donné. Et donc, chaque année, la dette grossit du déficit de l'année passée. C'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, vous savez qu'on a franchi les 2000 milliards de dettes, c'est un stock, c'est une valeur, et en 2015, on prévoit de faire 73 milliards de déficit. Donc assez naturellement, enfin je passe sur des tas de considérations techniques, hein, c'est un peu rapide, mais grosso modo, à 95%, ce que je vais vous dire est vrai, les 2000 milliards vont être, et même un peu plus, puisqu'on va dépasser maintenant les 2000, vont se gonfler des 75, 76 milliards de déficit public qui sont prévus pour l'année prochaine. Hein. J'espère que c'est pas encore trop compliqué, ce que je raconte. Vous voyez bien la différence entre déficit et dette. Qu'est-ce que c'est qu'une dette publique? C'est un ensemble de titres financiers, pour l'essentiel, pas uniquement, enfin, 95% c'est des titres financiers, des obligations, tout simplement. Des obligations que l'État, c'est donc du papier, que l'État émet sur les marchés financiers pour récolter, évidemment, des liquidités, des ressources. Puisque l'État ne peut pas faire fonctionner une planche à billets. Les banques centrales sont indépendantes des États. Donc il faut bien que l'État, pour financer ses déficits, trouve des ressources, et il les trouve sur les marchés financiers, en émettant des obligations. Donc la dette, c'est la valeur de ces obligations à une date donnée, telle qu'on peut la mesurer, cette valeur, sur ce qu'on appelle, excusez-moi du terme un peu technique, sur les marchés secondaires,
Parce qu'il y a le marché primaire, c'est le marché où on émet des dettes, et puis il y a le marché secondaire, c'est le marché où ensuite on peut revendre les obligations qu'on a achetées, même si ces obligations ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, dès le lendemain de leur émission, on peut revendre, comme les actions, ces titres. Et donc se forment sur le marché secondaire des taux d'intérêt. C'est là où se forment les taux d'intérêt. Il y a une offre et une demande de titres financiers, les taux d'intérêt se forment sur le marché secondaire obligataire, et quand l'État veut émettre de nouvelles obligations, ce qu'il fait chaque semaine, pour avoir des liquidités, pour financer son déficit, il regarde le taux d'intérêt ou le taux de rendement qui apparaît sur le marché secondaire, sur le marché de l'occasion. Et il émet au prix de ce marché secondaire. J'espère que ça va. C'est pas trop compliqué, je vais un peu vite peut-être. Alors maintenant, dette publique. Donc la dette publique, elle augmente puisqu'il y a des déficits. Simplement, quand on parle de dette publique, là aussi, il s'agit du rapport de la dette, les 2000 milliards, sur le PIB. Alors vous voyez que le PIB est encore un peu plus important que la dette, puisqu'on n'a pas 100%. Je parle de rapport dette sur PIB. Alors, vous voyez qu'en avril 2014, on avait une série de prévisions sur l'évolution de la dette qui devait augmenter un peu jusqu'en 2015, et puis ensuite, ce ratio devait diminuer. Alors, à droite, évidemment, malheureusement, vous voyez que ça augmente jusqu'en 2016, et puis ensuite, on espère que ça va baisser. Parce qu'on a fait des hypothèses sur le déficit public qui sont telles que, je vous passe sur les calculs, les formules mathématiques. Tout ceci, vous l'avez du reste dans l'article de Mediapart. J'indique très précisément comment on calcule ces chiffres. Bref, vous voyez, on ne devrait pas franchir les 100%, en quelque sorte. On a dépassé les 2000 milliards en termes absolus, mais on ne devrait pas dépasser les 100%. On espère ne pas les dépasser. Et je vous rappelle, à cette occasion, on parle beaucoup des 3% de déficit, puisque c'est un des critères de Maastricht. 3%, c'est vraiment quelque chose que vous entendez assez souvent, je pense, dans vos oreilles. Mais on vous parle beaucoup moins du second critère de Maastricht, qui est le 60%, rapport dette sur PIB. Alors vous voyez qu'on est très très loin de ce rapport. Est-ce qu'on est les seuls à être très très loin de ce rapport parmi les 28 pays de la zone euro, les 28 pays de l'Union européenne, par rapport aux États-Unis, tout le monde est au-dessus des 60%. Donc on fait en quelque sorte silence. On parle des 3%, alors là on sait ce que ça veut dire, parce qu'il faut serrer le budget, mais sur les 60%, alors là, silence absolu. Vous n'entendrez aucun commentateur, politique ou économiste, ou des commentateurs économiques dans vos journaux, vous parlez des 60%. Pourtant, c'est un des deux critères de Maastricht qu'il faut pouvoir, normalement, respecter. Or, qu'est-ce qu'on observe? Et vous allez le voir tout à l'heure dans des cours, le ratio dette publique sur PIB ne fait qu'augmenter. À la faveur de la crise, surtout à la faveur de la crise, mais ça continue aujourd'hui encore. Comme vous le voyez, sur ces chiffres. Bien. Alors, quelles sont les raisons de l'accroissement de ce ratio dette publique sur PIB? Vous allez voir, je donnerai les chiffres tout à l'heure, ce ratio, il a considérablement augmenté ces dernières années. Et puis on prévoit qu'il va encore augmenter, puis on espère surtout que ça va s'arrêter. Alors, eh bien, c'est parce que le taux de croissance n'est pas au rendez-vous, il est plus faible que prévu. Si on a une forte croissance, il y a des impôts qui peuvent rentrer, donc évidemment ça soulage le budget et donc les déficits. Là, la croissance est plus faible que prévu. Et puis, une inflation plus basse que celle anticipée. Et vous allez voir aussi que ça joue dans les raisons pour lesquelles ce ratio augmente. D'abord, la croissance économique. Alors là, même tableau, ce qui avait été prévu en avril 14, et puis ce qui est prévu maintenant pour la discussion budgétaire, c'est des chiffres qui ont été envoyés à Bruxelles ces derniers jours, comme vous le savez. Alors vous voyez que, bon, à part les 0,3% de 2013, ça, ils sont acquis. Ensuite, vous voyez, catastrophe, 2014 pour cette année. En avril, on pensait faire 1%
de croissance, et en octobre, on dit, ah ben non, ça va être 0,4. C'est quand même considérable. Il faut imaginer les sommes qui sont par derrière. C'est absolument considérable en termes de taux de croissance réel. On divise par 2 ce qui avait été prévu. C'est quand même un chiffre impressionnant. Et donc, évidemment, tout le reste s'ensuit. Tous les chiffres sont revus à la baisse jusqu'à 2017. Donc ça, c'est une des raisons qui explique le fait que le rapport dette sur PIB, il augmente. Deuxième raison, l'inflation. Alors là c'est bizarre parce que même en 2013, vous voyez, il y a une rectification entre avril et octobre, c'est-à-dire qu'il y a une révision des chiffres. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit là? C'est que l'inflation, elle est beaucoup plus faible que ce qui avait été anticipé. En avril 14, on a anticipé un certain nombre de taux d'inflation, vous voyez, vous lire à gauche, là, ces chiffres, puis à droite, vous voyez que ces chiffres sont à chaque fois, sauf pour 2017, plus bas. Alors ça, c'est dramatique pour la dette. Le fait qu'on ait une inflation qui baisse. Parce que vous avez sans doute entendu parler que quand il y a beaucoup d'inflation, ça favorise toujours les débiteurs. L'inflation ronge la dette, en quelque sorte. Quand vous avez une inflation qui baisse, je ne rentre pas là aussi dans les mécanismes économiques, c'est considéré comme tout à fait catastrophique pour la dette. Alors, je vous ai présenté donc, des chiffres qui ont été commentés par le Haut Conseil des finances publiques. Encore là récemment, fin septembre et même début octobre, il y a eu des commentaires, je renvoie aussi de ce Haut Conseil, c'est très intéressant, et je tire les 3 commentaires les plus importants de ce Haut Conseil, qui est présidé par Didier Migaud, président de la Cour des comptes. Comme il dit, ce scénario dont je viens de vous parler, parce qu'il fait la comparaison lui aussi. Bon, moi j'ai simplifié les présentations, c'est plus complexe dans les tableaux qu'il présente, mais évidemment il se prononce sur ces données d'octobre 2014. C'est le rôle de ce Haut Conseil de se prononcer et de donner son avis. Alors, voilà, il y a des aléas économiques qui peuvent encore jouer de façon très négative sur les projections que je vous ai indiquées pour 2014, pour octobre 2014. Premier élément, l'inflation, elle pourrait être encore plus basse. Et du reste, vous savez, on parle de désinflation et même d'un risque de déflation. Je vais y revenir dans un instant. Ce risque, il est réel. C'est donc très grave pour non seulement l'économie, on va y revenir, mais c'est aussi très grave pour la dette. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, le choc, vous vous rappelez, la figure de l'hebdomadaire Le Point, il y a un resserrement de la politique monétaire américaine. Qu'est-ce que ça veut dire resserrement? C'est-à-dire qu'on va tout doucement, je passe sur les mécanismes, aller vers une hausse des taux d'intérêt américains. Hausse des taux d'intérêt. Donc il faut penser tout de suite service de la dette, notamment en Europe, et particulièrement en France. Donc, alors non seulement une hausse des taux d'intérêt, ça a un impact, comme le Haut Conseil le dit, sur l'investissement, parce que ça coûte plus cher d'emprunter, mais ça a un impact aussi sur le service de la dette. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, oui, il y a des tensions sur les dettes souveraines, c'est-à-dire sur les dettes publiques en Europe, et ces tensions, elles existent déjà, et on n'est pas encore, évidemment, dans l'état où s'est trouvée la zone euro en 2011-2012, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais on sent que c'est en train de repartir, en quelque sorte. Ça va dans le mauvais sens. Là, j'élargis non plus à la France, mais à l'Europe, la baisse de l'inflation. Vous voyez ? Ça descend. Depuis 2012, ça descend particulièrement. On est encore dans une période de désinflation. On n'est pas encore tout à fait, sur 2 ou 3 pays européens, en période déflationniste, c'est-à-dire lorsqu'on passe en dessous de zéro, quand les prix baissent carrément au niveau d'un pays. Pour l'instant, la hausse des prix se ralentit, tout doucement de trimestre en trimestre.
là vous avez pour la zone euro et pour un certain nombre de pays. La tendance est quand même assez claire. Tout ça, c'est dramatique pour la dette. Ensuite, faisons un point plus général. Je pensais que j'ai pu inverser mes tableaux. Enfin, c'est pas très grave. Avant de passer peut-être à autre chose, plus lourd, faisons un point sur l'inflation dans le monde. Par exemple, Christine Lagarde, régulièrement, depuis janvier dernier, nous met en garde contre le risque déflationniste. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les banques centrales ont des cibles d'inflation. Pour la BCE, notamment, c'est 2%. Il faudrait faire 2% chaque année. Rappelez-vous des chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, on est toujours en dessous de 2%. Eh bien, la cible, c'est 2%, et en plus, on voit que ça baisse. Donc, qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Si l'inflation est définie, alors la déflation est l'ordre qu'il faut combattre avec vigueur. Et en effet, il faut expliquer peut-être ce risque lié à la déflation. Dans un premier temps, c'est parfait pour les consommateurs. Les prix baissent. L'achat, il augmente. C'est parfait. Mais comme on voit qu'ils baissent depuis un certain temps, qu'est-ce que font les consommateurs? Ils disent ça va baisser encore. Donc, ils reportent leurs achats. Et le fait simplement de reporter des achats dans le temps, ça a des conséquences gravissimes pour l'activité, puisque les achats ne se font pas. On attend que ça baisse encore. Et donc, s'enclenche, je dirais, un cycle absolument infernal entre baisse des prix et baisse de l'activité. C'est ce qui est écrit ici, avec l'impact que ça a sur la dette, sur les taux d'intérêt réels. Alors, donc les risques liés à la déflation, et du reste, notre président de la République, j'ai été du reste invité par plusieurs radios et télévisions à m'exprimer sur la déflation il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre, parce que le président de la République avait déclaré que, ah ben oui, attention, maintenant, il y a des menaces déflationnistes. Alors les journalistes ne savaient pas trop ce que ça pouvait représenter, et donc, c'est pour ça que j'ai fait ces petits tableaux, là, que vous avez sur les yeux, pour que vous compreniez ce qui est en jeu derrière. Hein. Les menaces liées à la déflation, c'est quoi? Ralentissement de la croissance, puisqu'on reporte les achats, donc ralentissement de la croissance, donc montée du chômage, formation de flux financières, parce que les banques centrales, qu'est-ce qu'elles font pendant cette période? Elles injectent des liquidités en espérant que ces liquidités injectées fassent remonter les prix. Si vous avez plus d'argent dans les poches, vous allez avoir une tendance, théoriquement, à acheter plus. Enfin, ces liquidités vont vers les banques, et on peut espérer que les banques vont davantage faire du crédit, mais en réalité, aujourd'hui, parce que, alors là, on reviendra peut-être sur cette question, les banques n'ont pas du tout intérêt à faire plus de crédit, elles ont intérêt plutôt à investir ces liquidités sur les marchés financiers, acheter des obligations, des actions, etc. Et donc, ça ne relance pas du tout aujourd'hui le crédit, et ça forme plutôt des bulles financières. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, voilà, les taux d'intérêt réels, parce que l'inflation baisse, en tous les cas, on a des taux d'intérêt négatifs, on a des prix négatifs, on a un alourdissement de l'endettement. Alors, ici, je commente un tableau qui est important et qui rejoint déjà les propos qui ont été indiqués ici. Vous avez les taux d'intérêt à 10 ans sur les titres de dette publique. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les États empruntent sur le marché obligataire. Ensuite, il y a un marché secondaire, c'est le marché de l'occasion. Là se forment des taux d'intérêt. Et qu'est-ce qu'on a observé au moment de la création de la zone euro? Alors, je n'ai pas de pointeur, mais je vais le lever. Création de la zone euro, c'est ici. Crise financière, c'est là. 2009, c'est là. Donc, pendant la période d'avant la crise, tous les taux d'intérêt en Europe étaient identiques à un moment donné d'un pays à l'autre, que ce soit la Grèce ou l'Allemagne. Quand un État allait sur le marché secondaire, regarder les taux d'intérêt pour ensuite aller sur le marché primaire pour émettre de la nouvelle dette,
eh bien, à un moment donné, les taux d'intérêt grecs et les taux allemands étaient strictement identiques. Strictement identiques. C'était un effet de l'euro. Bon. Donc c'est cette période où les taux d'intérêt convergent, dans une bande unique. Alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain il n'y a pas de variation, mais ces variations s'appliquaient à l'ensemble des pays. Arrive la crise financière, et là on s'aperçoit que certains États supportent en quelque sorte moins bien cette crise que d'autres, et les grands investisseurs qui achètent ces titres financiers pour financer les déficits des États, ces grands investisseurs financiers qui ont des liquidités, c'est généralement des fonds de pension américains, des grands gestionnaires, ils disent mais attention, on va prendre des risques si on achète des titres grecs, portugais, irlandais, plutôt que si on achète de la dette allemande. Et donc, vous voyez, une différenciation terrible. Terrible. C'est monté pour la presse, vous voyez, le pic là, c'est même monté jusqu'à 36% à un moment donné. Bon, là, c'est 30% à peu près sur le trafic. Et avec ensuite le Portugal, l'Irlande, et puis les autres pays, en sachant que là, il faut se rendre compte de quoi il s'agit. Hein, c'est gravissime. Ça. On sait que si un pays voit sur le marché secondaire de sa dette des taux d'intérêt supérieurs à 7%, vous voyez 7%, je disais le tableau à gauche, là, il ne peut plus aller sur le marché financier pour financer ses déficits. Il ne peut plus. Parce que ça devient d'un coût complètement prohibitif. Donc c'est un critère. Et donc on regarde à la loupe en permanence, et en ce moment on commence de nouveau à regarder ça. On regarde sur les marchés secondaires des différentes dettes européennes où se trouve le niveau des taux d'intérêt et si certains se rapprochent des 7%. Alors ça avait été le cas pour l'Italie et l'Espagne à un certain moment, là au plus fort de la crise, hein, là vous voyez les pics. Ils ont frôlé et même à un certain moment dépassé les 7%, mais pour ensuite redescendre tout de suite. Heureusement, parce que s'agissant de l'Italie ou de l'Espagne, on aurait eu un énorme problème si les taux d'intérêt avaient dépassé 7%. L'Union européenne, et la zone euro en particulier, auraient été incapables de faire ce qu'elle a fait pour la Grèce, par exemple. C'est-à-dire de venir en soutien de ces économies dont les marchés financiers auraient été fermés. Et comme ces pays ont chaque année besoin de trouver, non pas simplement le financement du déficit. Par exemple, en France, j'ai donné les chiffres, pour les prochaines, c'est 75 milliards. Mais il ne faut pas oublier les dettes qui arrivent à échéance. Il y a des dettes qui arrivent à échéance, puisque vous émettez des titres à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc chaque année, vous avez des titres qui arrivent à échéance, et pour nous, l'année prochaine, on aura à peu près 120, 125 milliards de dettes qui arrivent à échéance. Donc il va falloir trouver sur les marchés financiers 200 milliards. Hein, les 75 plus les 225, mettons, de dettes qui arrivent à échéance. C'est les chiffres, à peu de choses près, qui sont exacts. Et pour tous les pays, c'est la même chose. Il y a non seulement les déficits qu'il faut financer, mais les dettes qui arrivent à échéance. Donc, quand un pays se voit fermer l'accès au marché obligataire, au marché des obligations, parce que les taux d'intérêt qui se forment sur ce marché secondaire sont supérieurs à 7%, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on fait appel au FMI, on fait appel, là en l'espèce pour la Grèce, on fait appel à la Banque Centrale Européenne et on fait appel à la Commission Européenne, c'est-à-dire à la solidarité européenne. Et il a fallu que, pendant toute la période où la Grèce a été exclue des marchés financiers, elle commence tout juste, vous voyez le niveau de ses taux d'intérêt, hein, quand même très élevé, commence tout juste à revenir un peu sur les marchés financiers. Pendant toute cette période, et encore jusqu'à maintenant, c'est la Troïka, comme on l'a dit, qui finalement apportait les fonds à la Grèce. Mais imaginez que ça se passe pour l'Italie ou l'Espagne, c'est terminé. Là, l'Union européenne, elle est out. Pourquoi? Parce que, je prends simplement l'exemple de l'Italie. La dette de l'Italie, c'est pas 2000 milliards d'euros, c'est 2300. Vous voyez, la dette italienne. Donc, imaginez les intérêts qu'il y a derrière, imaginez les dettes qu'il faut rembourser qui arrivent à échéance, d'où va-t-on sortir tout cet argent qui serait nécessaire si les marchés financiers étaient fermés à l'Italie?
Vous voyez bien le problème absolument considérable qui se pose. Alors, voilà, on a passé le pic. On a dit, ça y est, la crise de dette souveraine est derrière nous, hein, parce qu'on a passé le pic. Vous voyez? Mais il se trouve que, ben voilà, oui, ça a descendu, mais maintenant, ça commence à remonter. Voilà, c'est ça le problème de ces dernières semaines, c'est que ça commence à remonter. Donc, vous voyez bien qu'on est là sur un volcan, si je puis dire. Ensuite, ici, je vous ai donné pour l'économie mondiale quelques données, hein, d'octobre 2014, donc des données très récentes du FMI, qui correspondent pour 2014 à des projections, bien sûr, puisque l'année n'est pas tout à fait terminée. Vous voyez comment l'économie mondiale se porte, c'est pas forcément folichon. Il faudrait de la croissance pour résoudre ces problèmes de dette. Regardez les chiffres. Pour l'économie mondiale, production mondiale, c'est les taux de croissance réels. 3,4, 3,3, 3,3 pour 2014. C'est quand même pas flambant. Hein. Alors les États-Unis s'en sortent un peu mieux. Hein. À 2,2, ça baisse. Et puis encore à 2,2 pour 2014. On lui dit, ah, les États-Unis, c'est reparti. Mais enfin, regardez les dernières prévisions du FMI pour 2014. Alors la zone euro, ah oui, ça va remonter. On passe de moins 0,4 à 0,8 pour 2014. Très bien. Mais regardez la dernière ligne. Les pays émergents, les grands pays émergents, 2012, 2013, 2014, 5, 1, 4, 7, 4, 4. Bon, alors après, on peut faire des projections pour 2015 ou 2016. C'est ce que fait, je n'ai pas osé vous mettre des chiffres, parce que pour 2015 et 2016, le FMI fait pour 2015 fait des prévisions, mais il se trouve qu'à chaque fois, ces prévisions ont été démenties depuis le début de la crise, dans le mauvais sens à chaque fois. Et donc, c'est pas la peine d'aller au-delà de 2014. Les chiffres pour 2015 n'ont aucune signification quand il s'agit des prévisions du FMI, qui se trompe régulièrement. Alors, maintenant je passe à ma seconde partie, je ne sais pas quelle heure, 8h20, j'ai encore dit un quart d'heure. Ça va, vous arrivez à suivre? Je vous ai appris beaucoup de chiffres et beaucoup de raisonnements, j'espère que vous avez à peu près suivi. Donc maintenant, j'ai une partie où il y a quelques données, mais qui va essayer de vous présenter une vision un peu autre, qui consiste à, tout simplement sur le fond, à me dire que les problèmes de dette, c'est sérieux. C'est très sérieux. On a l'œil focalisé sur les déficits, mais on devrait davantage peut-être regarder ce qui se passe du côté de la dette. Et à ce moment-là, on est obligé de s'interroger, mais finalement, pourquoi on a des niveaux de dette aussi monstrueux? Alors, on va répondre à ces questions. Alors, vous voyez, ça c'est le rapport dette sur PIB, dette publique sur PIB, pour toute une série de pays. Ici, c'est pour les pays de la zone euro, c'est un certain nombre de pays. Alors, vous voyez que les 60%, avant la crise, plusieurs pays y étaient, hein, en dessous ou proche de 60%. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les années, les écrits. Et puis après, ça s'emballe. Et donc, par exemple, pour la France, je ne sais pas, pour la France, vous retrouverez le taux de, grosso modo, de 95% actuel, 2014. Et puis, il y a des pays qui sont largement au-dessus de 100%. Le Portugal, l'Italie, la Grèce. C'est un rapport dette sur PIB. Là, c'est la zone euro, hein. C'est quelques pays de la zone euro, mais vous pouvez me dire, mais les États-Unis, mais le Japon, mais la Grande-Bretagne, où en sont-ils? Ben, c'est pas mieux, et c'est même pire. Il y a des chiffres que je vous donnerai tout à l'heure pour les États-Unis et la Grande-Bretagne. Pour les États-Unis, c'est plus de 100%, c'est 110%, enfin le chiffre va apparaître tout à l'heure. Enfin bref, tous ces pays développés sont aujourd'hui surendettés. Et on voit bien la cassure. La cassure qui est liée à la crise de 2007. Je vais y revenir aussi dans un instant. On nous dit, ça fait 30 ou 40 ans
qu'on fait des déficits en France. C'est pas tolérable. C'est une gabegie des finances publiques. Simplement, quand on regarde les choses, c'est que, grosso modo, on était dans les critères de Maastricht, donc c'était des dettes tout à fait soutenables, a priori, et la crise financière arrive, et on est sorti complètement du niveau antérieur, et avec des réductions formidables. Alors, est-ce que c'est une gabegie des finances publiques, ou est-ce que c'est lié à la crise financière? C'est ça, ce tableau pose très, très clairement la question. Moi, ma réponse, c'est de dire que pour l'essentiel, nos déficits publics à l'échelle des pays occidentaux, essentiellement, et nos dettes publiques se sont envolées essentiellement à cause de la crise financière. Et donc, si on veut, là vous commencez à voir mon raisonnement, si on veut combattre le déficit public, c'est-à-dire l'envolée, en fait, de nos dettes, eh bien, regardons quand même de plus près et sérieusement les causes de la crise financière et combattons ces causes. Alors, on dit, oui, mais il y a eu quand même des G20, il y a eu de la régulation, etc. Oui, bien sûr, il y a eu. Mais le problème, c'est que ça continue. Ça continue. On est presque en phase déflationniste, les taux de croissance ne sont pas là, et le rapport dette sur PIB ne fait que s'accroître avec des risques potentiels d'élévation de taux d'intérêt maintenant. Et puis, comme par hasard aussi, pendant ce temps-là, et là je vous renvoie à la phrase de Steve Quinn, pendant ce temps-là, les banques continuent leurs affaires. Elles continuent à faire des profits, elles continuent à investir massivement dans les marchés financiers, pas dans le crédit aux entreprises et aux ménages, et ça continue. Bon, alors, maintenant, je reviens donc sur une explication peut-être qui me semble plus juste sur ce qui se passe. Donc le premier item que vous avez sous les yeux indique bien que il serait naïf de croire qu'on a affaire simplement à une gabegie des finances publiques, qu'il faille améliorer le fonctionnement de l'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale, tout ça, ça concourt à la dette publique, bien sûr, qu'il faille faire des économies, c'est évident, bon, très bien. Mais dire que ça fait depuis 20 ou 30 ans que ça dure, là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord, et regardez le deuxième item, ce surendettement est issu en fait de la crise financière, puisque quand on prend des périodes de référence, on s'aperçoit que les chiffres sont monstrueux. La dette publique mondiale, c'est pas indiqué ici, mais c'est la dette publique mondiale, a cru de 72% entre 2007, moment où se déclenche la crise, et 2012. C'est-à-dire que là, si on peut analyser le rythme annuel d'augmentation de la dette publique, on est à un rythme un peu plus du double par rapport à la période antérieure correspondante. Alors, on peut faire les calculs, le rythme est double. Il y a eu un choc, c'est clair. Donc, luttons contre les causes de la crise financière. Ça, c'est le troisième item. Quatrième. Ben oui, la crise financière, d'où vient-elle? Alors là, évidemment, il y a des tas d'interprétations. Il y a l'interprétation mainstream, courant dominant. Cette interprétation, elle est assez curieuse parce que si Jean Tirole était là, on pourrait en parler avec lui. Mais le mainstream n'a pas du tout vu venir la crise. Il n'y a pas eu un seul économiste de ce courant, en France ou à l'étranger, qui ait vraiment anticipé le choc considérable qu'a représenté 2007 et 2008. Ensuite, en 2008, quand le choc est arrivé, les économistes du courant mainstream nous ont expliqué que, de toute façon, bien sûr, c'est une crise, comme les économistes peuvent en connaître, ils en ont connu par le passé, mais
toute façon, elle n'est pas très importante, vous allez voir très vite, on va revenir dans le sentier d'équilibre. Et puis, quand même, on s'est aperçu que le chômage étant là, que les récessions se multipliaient à droite et à gauche, que c'était quand même assez grave. Alors, ils ont hésité beaucoup à dire que c'était presque équivalent à la crise de 29. Bon, et aujourd'hui, ils nous disent, vous savez ce qu'ils nous disent? Ils nous expliquent comment il faut, évidemment, résoudre la crise. Évidemment, c'est vraiment problématique parce qu'ils n'ont absolument pas dans leur modèle économique, leur modèle mathématique, accordé de la place aux questions de dette. Ça fait de la dette et aux questions monétaires. On ne fait pas au sérieux les questions monétaires. La monnaie, c'est simplement un poids. Bon. Donc, comme évidemment, les questions monétaires et les questions de dette sont très liées entre elles, ce sont des pans d'analyse qu'ils n'entrevoient même pas, alors que Keynes et Minsky surtout ont expliqué les crises financières périodiques du capitalisme à travers ces phénomènes de dette et monétaire. Donc, alors, oui, pour ces économistes-là, dont je parlais à l'instant, enfin, pour le courant plutôt mainstream, ce qui compte, c'est des marchés en équilibre. Bien sûr, ils ne sont jamais à l'équilibre, mais il faut des bonnes théories d'incitation pour les remettre en équilibre. Bon, donc, il faut une bonne théorie d'incitation, et à ce moment-là, c'est bon. Donc, quand, pendant les 30 glorieuses, la sphère financière était, je dirais, contrôlée par les puissances publiques, les taux d'intérêt étaient fixés par les États, parce que les banques centrales n'étaient pas indépendantes des États, que les taux de change étaient fixés aussi par les États. Eh bien, d'abord, pendant cette période, il n'y a pas eu une seule crise financière dans le monde, très bien, mais cela insupportait beaucoup ce courant de pensée qui pense fondamentalement que même dans la sphère financière, il faut introduire des mécanismes de marché. Et donc, pendant les années 50 et 60, ils ont œuvré à la libéralisation de cette sphère financière, d'abord par les taux de change. Il faut que les taux de change soient les prix de marché. Donc, voilà, début des années 70, on libéralise les taux de change, je vais vite, sur les mécanismes, je pourrais rentrer dans les détails. Et puis, à la fin des années 70 et début des années 80, on libéralise un deuxième prix beaucoup plus important, qui est le taux d'intérêt, en créant de vastes marchés obligataires, dont j'ai parlé tout à l'heure, où là, les taux d'intérêt se forment librement sur le marché secondaire, donc, et on somme les États d'aller financer leur déficit sur ces marchés. Parce qu'avant cela, il n'y avait pas de dette, très peu de dette. La dette, elle n'existait pas parce que il y avait la planche à billets, il y avait l'inflation, il n'y avait pas de dette. Donc, les taux d'intérêt sont libéralisés, très bien. Et puis ensuite, dernière grande libéralisation, milieu des années 90, on libéralise les mouvements de capitaux à l'échelle internationale. Du coup, eh bien, les marchés monétaires et financiers sont globalisés à l'échelle monétaire, à l'échelle planétaire, et ce qui a pour effet, du reste, immédiat, de provoquer chez les banques de vastes mouvements de restructuration, parce que les banques, finalement, adaptent leur taille à ces marchés globalisés et deviennent, pour certaines d'entre elles, énormes, systémiques, on va dire plus tard. Voilà, et donc le contexte est là, et alors ensuite, les États perdent complètement la souveraineté monétaire, puisque la création monétaire est le fait des banques, à peu près à 80%, à l'échelle monétaire, à peu près les banques, quelle que soit leur taille, à moment où il y a du crédit, il y a création monétaire. Et puis, les banques centrales à hauteur de 10%. Mais les banques centrales, comme vous savez, sont indépendantes des États. Donc, les États perdent complètement leur souveraineté en matière de gestion et de création monétaire. Alors, ceci entraîne, alors évidemment, là je saute la dernière étape, je vais détailler un peu tout ceci. La dernière étape, c'est de dire qu'il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout cela. Pourquoi ? Parce que cette libéralisation, elle a entraîné pour l'économie réelle, l'économie des entreprises et des ménages, un choc considérable, puisqu'on ne connaît pas à l'avance
les taux d'intérêt et on ne connaît pas à l'avance les taux de change. Donc, les banques ont dit, les grandes banques notamment, et surtout les grandes banques, ne vous inquiétez pas, avec ces libéralisations, nous, on va remplacer les États et on va vous proposer des produits financiers dérivés qui vont vous permettre de connaître à l'avance, il faudra payer, connaître à l'avance vos taux de change et vos taux d'intérêt. Imaginez, moi j'ai siégé pendant 5 ans au conseil de l'aérospatiale. Quand j'arrivais au conseil, le président de l'entreprise, à l'époque c'était Martre, puis ensuite ça a été Gallois, me disait, monsieur Morin, dites-nous l'évolution du dollar par rapport au franc. À l'époque c'était le franc. Parce que l'évolution de ce taux de change, il fluctuait à la 10 secondes déjà à l'époque. Et donc pour une entreprise qui vend ses avions en dollars et dont les coûts sont en euros, vous voyez la catastrophe que ça peut représenter. Si le taux de change s'effondre, le profit qu'on pensait faire deviennent évidemment des pertes. Donc il faut acheter des couvertures, il faut acheter des assurances. Et les grandes banques, nous on a tout ça acheté, d'accord, vous allez payer un peu, mais on a des produits dérivés des taux de change, dérivés des taux d'intérêt, qui vont vous permettre de connaître à l'avance, vous nous dites la durée, et on va donc vous garantir un taux de change à 6 mois, 1 an, 3 ans. Vous allez payer simplement, évidemment, chaque année une prime, chaque mois une prime pour, évidemment, cette assurance. Ce n'est pas des compagnies d'assurance qui font ça, c'est les grandes banques systémiques. Alors, le résultat de tout ceci, c'est quoi? Eh bien, quelques chiffres sur l'économie mondiale. Ici, on est dans une unité un peu effarante qui est le millier de milliards de dollars. Le millier de milliards de dollars. 10 puissance 12, ou tera-dollars. Vous avez le PIB mondial, première ligne, avec plusieurs années, 2003, 2005, 2007, jusqu'à 2013. Ensuite, la dette publique mondiale. Là, vous pouvez voir l'accroissement de la dette publique mondiale pendant cette période. Et puis, alors là, vous avez des chiffres absolument incroyables. C'est la dernière ligne. Il faut que je m'explique, parce que c'est des chiffres extrêmement lourds. Vous voyez qu'on passe de 197 000 milliards de dollars en 2003 à 710 000 milliards de dollars en 2003. C'est le produit dérivé des banques systémiques, c'est-à-dire c'est la valeur de ce qui est assuré. La valeur de ce qui est assuré, au sens où je viens de le définir, par les banques pour garantir des taux d'intérêt, des taux de change, notamment, ou des prix sur des matières premières. C'est la valeur de ce qui est assuré par les banques systémiques. Les banques systémiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la notion a été définie par le G20 de Cannes en novembre 2011. Ce sont des banques qui, par leur taille et leurs interconnexions, sont susceptibles de provoquer un nouveau krach mondial si l'une d'entre elles fait défaut. Ce sont des banques monstrueuses, pour aller vite. Elles sont tellement monstrueuses, comme Lehman Brothers, que si l'une d'elles fait défaut, l'économie de la planète s'effondre, comme en 2007-2008. Combien il y en a-t-il? Il y en a 28 actuellement, de banques systémiques. D'accord? Donc, et qui fait ces produits dérivés? Eh bien, c'est un noyau de ces 28. Vous voyez? Cette ligne. C'est un noyau, à peu près une douzaine de banques. Tous les produits dérivés, les produits financiers dérivés, ces sommes gigantesques que vous voyez, qui sont assurées, sont le fait d'à peu près une douzaine, disons, banques systémiques dans le monde. On va voir ces données en tête. Alors, voici un tableau, je ne sais pas si tout le monde arrive à le lire, je vais commenter parce que ça éclaire encore un peu plus et différemment tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Et j'arrive bientôt à la conclusion. Alors, je me mets là pour commenter. Dette publique, PIB et rapport dette publique sur PIB, le fameux rapport dette publique sur PIB. Pour 3 pays. J'ai pris 3 pays pour, disons, concrétiser les choses. Je vais prendre davantage de pays.
Alors, vous voyez, pour les États-Unis, on est à 104%, pour la Grande-Bretagne, 114%, et 90,21% au 31 décembre 2012. Hein. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on est à plus. Hein, on est à 95, à peu près 95%. Je vous renvoie à un tableau précédent. Donc, vous avez donc, vous voyez le premier tableau, premier tiers, quelques données qui doivent vous rappeler des choses que j'ai dites. Ensuite, j'ai pris pour chacun des pays les 3 plus grandes banques systémiques, parmi les 28. D'accord? JP Morgan pour les États-Unis, Barclays pour la Grande-Bretagne, BNP Paribas. On regarde. Total de bilan. Tout ceci est en dollars, attention. Hein. Vous avez peut-être des chiffres en euros en tête. Tout ceci est en dollars pour 31 décembre 2012. Total de bilan JP Morgan, 3953. Bon, très bien, mais prenez peut-être plutôt Paribas. Total de bilan envoyé de BNP Paribas, 2490. Et regardez la dette publique française, là en haut, 2420. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un total de bilan d'une banque? C'est un indicateur classique de sa puissance. C'est sa capacité de mobiliser des ressources à un moment donné pour les affecter à des emplois déterminés. Donc, c'est un indicateur tout à fait classique de la puissance d'une banque. Là, il s'agit de banque systémique. Donc, vous voyez que le total de bilan de BNP Paribas, 2490, est supérieur à la dette publique française. Qu'est-ce que ça veut dire? Force d'une très grande banque systémique, faiblesse d'un grand État. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et il n'y a pas que BNP Paribas comme banque systémique en France. Il y a aussi la Société Générale, il y a aussi le Crédit Agricole, et il y a aussi Natixis. Nous avons 4 banques systémiques parmi les 28. C'est du reste indiqué dans le dernier thème. Hein, les 4 banques systémiques, vous les trouvez là, hein, pour la France. OK? Alors maintenant, total des produits dérivés de chacune de ces banques. Total des produits assurés. Des chiffres monstrueux. C'est là-dessus que ces banques font l'essentiel de leur profit. C'est en faisant ces assurances sur des valeurs de cette nature, qui sont gigantesques. Vous voyez que ces sommes n'ont rien à voir avec le PIB ou avec la dette publique, pour ces banques. Et donc, ces banques, qu'est-ce qu'elles ont intérêt à faire? Évidemment, à faire cette activité d'assurance, avec ces produits financiers dérivés, plutôt que de faire du crédit aux ménages ou aux entreprises. Et d'où viennent ces produits dérivés? Je l'ai expliqué, de la dérégulation du marché des changes et du marché des taux d'intérêt. C'est là, j'ai un tableau qui le montre très clairement. Donc, vous voyez bien que l'instabilité qu'on a créée en libéralisant ces marchés, taux de change, taux d'intérêt, cette instabilité a provoqué donc la création d'un autre marché, un marché des produits dérivés, parce qu'ils sont cotés aussi ces produits dérivés, d'un autre marché de produits dérivés, où là, toute l'économie réelle est soumise à la taxation par ces banques, à la contribution, si vous voulez. Voilà. Donc, et alors, vous voyez bien, pour donner des ordres de grandeur, total de bilan pour ces banques. Vous voyez, par exemple, pour BNP Paribas, son total de bilan par rapport au PIB, alors pourquoi j'ai mis 92,83% oui, c'est ça. 2490 sur 2682. C'est ça. Par contre, quand on regarde ces chiffres concernant les produits dérivés, ou même le total de bilan sur PIB, on a des chiffres monstrueux pour chacune de ces banques. Hein, c'est le deuxième tiers. Et puis si on élargit encore pour ces 3 pays, vous voyez, pour ces 3 pays, on a 8 et 4, 12 et 4, 16 banques systémiques sur les 28. Pour ces 16 banques systémiques, on voit l'impact de leur action d'une certaine façon pour assurer, entre guillemets, la stabilité du système. Pour assurer la stabilité. Parce qu'encore une fois, le taux de change et le taux d'intérêt, c'est des variables considérables pour l'économie mondiale, hein, pour le financement de l'activité économique dans le monde. Donc, ça, c'est des chiffres. Vous voyez, je mets d'un seul coup des acteurs en jeu pour montrer le rôle des banques. Rappelez-vous ce que disait Steve Quinn au début, dette par la déflation et rôle des banques dans la dette. On y est, complètement.
Et voici, je crois que c'est mon dernier tableau, oui, c'est mon dernier tableau. Bon, avant de passer à la conclusion, je suis un peu long, hein, monsieur Costa, excusez-moi. Dernier tableau, ces banques systémiques, la douzaine de banques systémiques, vous voyez, répartissent leurs assurances en termes de dérivés de taux d'intérêt, de taux de change. Alors, il y a les dérivés de crédit considérables dans l'assurance, pour assurer la stabilité du système de financement de l'économie mondiale. Ces 12 banques, finalement, ont une action essentiellement sur les taux d'intérêt et sur les taux de change. Alors, il y a les dérivés de crédit, ensuite. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Les dérivés de crédit, ce n'est pas autre chose que des CDS. Les crédits default swap. C'est une assurance, c'est un produit dérivé, c'est donc une assurance particulière. À chaque fois que je fais une conférence, je suis obligé d'expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est très important aujourd'hui par rapport à la question de la dette publique. Les CDS, ou les dérivés de crédit, les crédits default swap, sont des assurances qui permettent à celui qui détient une obligation, un titre financier qu'on appelle une obligation, ça peut être une obligation émise par un État ou par une entreprise, de se prémunir contre le risque de défaut de l'émetteur de cette dette. Si l'État fait défaut, si l'entreprise fait défaut, alors qu'elle a émis des obligations, si vous avez un CDS, vous êtes assuré, vous retrouvez vos billes, vous retrouvez votre capital. C'est une assurance. Or, il faut savoir que le montant de ces CDS, c'est absolument considérable. Hein, vous voyez, il y a eu un pic en 2008, 80, si je ne me trompe pas, 41 000 milliards, pratiquement 42 000 milliards de dollars de CDS. Ça a descendu actuellement. Mais c'est des sommes absolument considérables. Et le problème avec ces CDS, c'est qu'ils sont des produits extrêmement spéculatifs, comme on l'explique souvent. C'est que vous pouvez très bien détenir un CDS si vous n'avez pas l'obligation sous-jacente, le sous-jacent, comme on dit. Alors, pour faire comprendre ceci, je prends toujours la même image, parce qu'elle est parlante. J'ai pu même l'exposer ici il y a 2 ans, je recommence. On prend toujours l'exemple d'une assurance incendie. Un CDS, ça serait comme si vous preniez une assurance incendie sur la maison de votre voisin. Vous voyez, par exemple, c'est ce qu'on appelle un CDS nu, c'est-à-dire sans avoir dans son portefeuille le sous-jacent en question. Donc, un CDS nu, c'est des produits particulièrement spéculatifs. Ça donc représente, si je reprends toujours l'exemple d'une assurance incendie, la possibilité de détenir donc une assurance sur la maison de votre voisin, et même plusieurs assurances, vous pouvez en acheter plusieurs. Vous pouvez spéculer avec, à la hausse comme à la baisse. Parce que la valeur de ces CDS, en fonction du risque du sous-jacent, la valeur varie. Bon, donc vous pouvez acheter plusieurs CDS sur le même bien, sur le même sous-jacent, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous attendez, vous qui avez ces produits-là sans avoir le sous-jacent en question? C'est que, vraiment, la maison de votre voisin brûle. C'est tout à fait clair. Et donc, ce sont des produits extrêmement dangereux parce que ces CDS s'appliquent sur toutes les dettes publiques européennes. C'est-à-dire, quand un investisseur achète de la dette grecque ou achète de la dette portugaise ou de la dette française, en général, il achète aussi des assurances qui vont avec contre le risque de défaut de l'État grec, portugais ou français. Mais vous avez en plus des spéculateurs qui achètent ça uniquement pour spéculer. Et au moment de la crise des dettes souveraines, on sait très bien que la spéculation s'est emparée, en quelque sorte, du marché des CDS et a fait augmenter les taux d'intérêt de façon vertigineuse. Donc ce sont des produits de destruction massive, les CDS. C'est ça qu'il faut bien comprendre, tout en étant des produits d'assurance, théoriquement. Donc les grandes banques systémiques dont je vous ai parlé ont cette activité-là, qui est de loin la plus rentable par rapport à leur activité de crédit traditionnelle aux entreprises ou aux ménages. Alors, conclusion. Eh bien, si on veut restabiliser le système économique, c'est ma dernière planche, eh bien,
L'idée, c'est de réfléchir à une monnaie commune. Parce que quand on parle taux de change, taux d'intérêt, on parle de monnaie, essentiellement. Taux de change, taux d'intérêt, on parle de monnaie. Taux de change, c'est le fait de pouvoir changer une monnaie dans une autre. Taux d'intérêt, c'est le fait de payer un intérêt pour se procurer des liquidités. Donc on est bien sur des questions monétaires. Et donc pour sortir de cette spéculation, de cette instabilité aussi financière internationale créée par les plus grandes banques systémiques, il faudrait créer à l'échelle mondiale, il faudrait que la communauté internationale crée une monnaie commune. Pas une monnaie unique, mais une monnaie commune par rapport à laquelle toutes les autres monnaies pourraient se référer. Et à ce moment-là, si c'est la communauté internationale qui fait cela, les États retrouvent leur souveraineté monétaire, puisque leur monnaie serait référée à une monnaie commune dans des rapports fixes, et dont les rapports pourraient être seulement modifiés que par le politique, et non pas par le marché, comme c'est le cas actuellement. Donc, on changerait d'univers complètement. Et à ce moment-là, évidemment, moyennant des échéances qu'il faudrait programmer, les produits dérivés disparaîtraient. Les États pourraient retrouver leur souveraineté monétaire. Et en même temps, qu'est-ce que pourrait faire l'institution émettrice de cette monnaie commune? Elle pourrait, comme du reste le font les banques centrales aujourd'hui, elle pourrait racheter partiellement, voire totalement, certaines dettes souveraines, lorsque cela l'exigerait, pour effacer une partie de l'endettement mondial. Et à la différence de ce qui se passe pour les banques centrales actuelles, si cette édition internationale, si cette institution internationale faisait ce type de rachat de dette, qui pourrait contester finalement ce type d'action? Et donc, on aurait là un moyen pacifique, ordonné, de désendetter une grande partie des pays aujourd'hui qui se retrouvent dans des politiques d'austérité invraisemblables. Voilà, donc pour terminer, j'ai une petite planche en guise de conclusion pour peut-être indiquer que dans ce domaine-là aussi, il faut pas hésiter à avancer sur des idées nouvelles. Merci beaucoup de votre attention.